Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiserfoot, votre podcast balado-diffusion et vidéo-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale Coupe du Monde 2022, édition sélection nationale allemande, la Mannschaft pour ne pas la nommer. Et pour en parler, eh bien, on reçoit quelqu'un qui, justement pour en parler, est aussi chaud qu'une baraque Afrique, mais aussi frais également pour en parler, comme j'allais dire, comme la saison hivernale qui approche, puisque ça fait drôle de dire qu'on a une Coupe du Monde en saison hivernale, même si au Qatar, je ne suis pas certain que l'hiver et la neige, ils savent de quoi il est question. Mais c'est pas grave. Alors, quand on est chaud et froid comme lui, ça veut dire qu'on est en forme. David Lartolari, le Kaiser, allô Frenda, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. On va essayer de ne pas dire de saucisse comme on dit en France. Et en Allemagne aussi, j'imagine. Ça va bien. Et je regarde avec d'autant plus d'amusement les premiers matchs que je n'ai pas fait de pronostic au-delà de la Mannschaft. Et donc, les favoris qui tombent, les outsiders qui sont censés être au point, qui finalement font match nul, etc. Je regarde ça avec un certain amusement, mais l'entrée en lice contre l'Allemagne, on va en parler bien entendu, face au Japon, ça m'intéresse au plus haut point, et notamment, Mathieu, parce qu'il y a beaucoup de joueurs japonais qui jouent en Bundesliga. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Il y a beaucoup de joueurs japonais qui jouent en Allemagne, ce qui a de quoi étonner. Et ça va être intéressant puisque justement le match d'ouverture de la phase de groupe pour l'Allemagne, c'est contre le Japon, comme tu l'as si bien souligné. Ça risque d'être très, très intéressant. Mais en attendant d'en parler et surtout des prédictions qu'on va garder pour la fin de l'émission, j'aimerais qu'on revienne sur les joueurs, les 26 joueurs qui ont été sélectionnés par Hansi Flick, qui iront à cette Coupe du Monde qu'on attend avec impatience, bien sûr, de toute façon. Et donc, du côté de l'Allemagne, je vais nommer les joueurs et puis après, on va revenir spécifiquement sur certaines petites choses. D'abord, au niveau des gardiens, ce n'est pas une surprise. Alors, Manuel Neuer, le capitaine, Kevin Trapp et Marc-André ter Stegen, le trio de gardiens trentenaires qui donc Bernd Leno avait déjà été à l'Euro, on s'en rappelle, là, cette fois, parce que ter Stegen avait été blessé. Cette fois, il n'y a pas de souci. La hiérarchie va être respectée et pas de surprise de ce côté. Pour les défenseurs, on a Antonio Rudiger, David Rom, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Niklas Zule, Lukas Klostermann, Christian Gunther, Nico Schlotterbeck et Armel Bella-Kotchap. Ce nom, on va y revenir parce que ce nom ne doit pas vous être familier, même pour des gens qui suivent le football allemand, à moins d'être aussi assidus que nous. On va y revenir. Pour les milieux de terrain, Joshua Kimmich, Kai Havertz, même si on va peut-être le placer en position d'attaquant, mais on l'a classé comme milieu de terrain. Leon Goretzka, Mario Götze, on va en parler parce que pour lui, c'est un retour après 5 ans d'absence. Jamal Musiala, Julian Brandt, Jonas Hoffmann et Ilkay Gundogan. Et en attaque, on a Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, Niklas Füllkrug, Karim Adeyemi et le jeune Youssoufa Moukoko qui n'a que 18 ans. Ça aussi, on va en reparler, mais on va y aller étape par étape. Alors, pour commencer, je vais m'attarder sur la brigade défensive parce que, comme j'ai dit tantôt, au niveau des gardiens, il n'y a aucune surprise à avoir. On ne va pas discuter de ça. La première surprise, c'est de retrouver Armel Bella-Kotchap qui joue à Southampton en Angleterre, qui n'a à peine que 2 sélections et qui est âgé de 20 ans, mais à qui Hansi Flick a préféré faire confiance dans son groupe de défenseurs. Il ne sera probablement pas titulaire. Mais j'aimerais quand même te demander en première instance, David, qu'est-ce qui explique le choix de ce jeune homme qu'on connaît très peu? Et peut-être que tu vas nous en tracer un bref profil qui va permettre de jeter un éclairage sur qu'est-ce qui justifie le choix du sélectionneur. Il y a 3 éléments importants pour ce choix qui finalement aboutissent à l'avancée d'un pion assez logique. On avait évoqué un petit peu comme possible surprise dans les semaines et les mois qui avaient précédé l'appel de ce joueur. Ça a été confirmé par le sélectionneur. 3 éléments. Le premier élément, c'est une très très bonne saison, un très très bon travail, une très très bonne montée en puissance avec Borum avant qu'il ne parte vers l'Angleterre. Et c'est sur ces qualités-là, les qualités qu'il a démontrées avec le club où il était précédemment en Allemagne, qu'il a gagné ses galons. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une montée en puissance sportive d'un jeune défenseur
qui justifie qu'on puisse penser à lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le sélectionneur, je le répète lourdement, personne n'en parle, mais j'insiste mois après mois sur ce point, prépare l'Euro 2024. C'est en Allemagne et on veut le gagner. Ça paraît paradoxal pour nos auditeurs, lecteurs et internautes éventuellement parce que on se dit une Coupe du Monde c'est plus prestigieux, c'est plus important qu'un Euro. Pas forcément. Pas forcément. Quand on a une équipe jeune, on doit la faire maturer, on doit la mener à un objectif qui n'est pas forcément du court terme. Là, c'est du moyen terme. Euro 2024, Allemagne, on veut une équipe qui puisse jouer le titre. Donc c'est un argument pour faire appel à un jeune qui donc, si je poursuis mon raisonnement Mathieu, dans ce groupe, pour confirmer ce que tu viens d'esquisser, est appelé à être un observateur, un joueur remplaçant des remplaçants, on pourrait presque dire. Et puis le troisième élément, puisqu'il n'a que 21 ans de mémoire. Donc c'est vraiment un joueur qui vient là pour apprendre et pour prendre de l'expérience, pour éventuellement être tout à fait apte dans le tournoi suivant. Et puis troisième élément, le sélectionneur a renoncé à Mats Hummels, qui pourrait avoir été considéré et être encore considéré comme le grand défenseur incontournable en Allemagne. Il a renoncé à Mats Hummels pour des raisons d'harmonie générale. Pour le peu qu'on en sache. Et il s'est dit que Mats Hummels, si on l'intégrait dans un groupe, ça remettait en cause la hiérarchie qu'il est en train d'installer avec Rüdiger, chef de la défense, avec d'autres joueurs aussi auxquels on fait confiance et auxquels on demande de prendre des responsabilités. Ça peut être Thilo Kehrer, ça peut être Niklas Süle, ça peut être Ginter. Sans parler d'un latéral comme Raum, puisque c'est un poste un petit peu différent. Donc il y a ces trois éléments. Appel d'un jeune pour qu'il prenne de la confiance. Confiance à un joueur qui a fait de très bonnes choses avec le club où il était en Bundesliga précédemment. Et puis, renoncement à Mats Hummels. Et donc, ça libère littéralement, ça libère mécaniquement, mathématiquement, une place pour un nouveau défenseur central. Et Bela Kotchap, que moi, je n'ai pas trouvé très, très tranchant sur le match contre Oman qui a été joué quelques jours avant cette Coupe du Monde, a le droit d'avoir sa chance et est appelé vraiment, c'est pas en zur letzten Instanz, comme on dirait en Allemagne, vraiment en roue de secours, mais c'est vraiment un joueur qui n'est pas appelé théoriquement à jouer les premiers rôles, au moins s'il n'y a pas une cascade de blessés. Voilà un petit peu le contexte autour de cet appel, Mathieu, qui peut paraître un peu étonnant, mais c'est quand même un joueur qui a déjà de la valeur. Il y a aussi d'autres défenseurs comme Mats Hummels qui ne sont pas de retour. Il y a Marcel Halstenberg, notamment Robin Gosens, qu'on avait vu notamment à l'Euro, et aussi Robin Koch, qui joue à Leeds United. Donc, il y a d'autres défenseurs qu'on a écartés. Halstenberg a 31 ans. Alors, il y a un signe qui rejoint un peu ta théorie là, concernant un rajeunissement, mais aussi une préparation probablement de l'effectif pour le prochain Euro qui sera disputé en Allemagne. Il y a donc une certaine cohérence. Mais là, je t'amène sur le terrain, parce que tu as déjà répondu en partie à une question que j'avais concernant Mats Hummels, mais tu as apporté déjà une partie de la réponse. Alors là, je vais m'orienter sur Thilo Kehrer, parce que beaucoup pensent que c'est lui qui va être titulaire à droite, étant donné qu'on ne veut pas ramener Joshua Kimmich comme latéral droit et qu'on veut clairement le faire jouer au milieu de terrain pour solidifier ce département pour l'Allemagne. Contrairement à l'Euro, on avait vu Kimmich à droite. Mais là, j'aimerais savoir, parce que Thilo Kehrer, on a des doutes sur lui comme latéral droit. Est-ce que s'il ne fait pas l'affaire, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre pour pallier à cette position-là ou à ce poste qui, selon toi, là, pourrait ressortir? Parce que là, on a parlé de David Raum, mais je pense que David Raum, il joue à gauche, par exemple. Alors, j'aimerais ça savoir exactement, est-ce qu'on a confiance en Thilo Kehrer sur ses capacités à être titulaire à droite ou ça, on envisage un plan B pour le poste, advenant le cas qu'il ne réponde pas aux attentes? Totalement confiance, tu as proposé le terme qui va bien, effectivement, la confiance à Thilo Kehrer. Ça rappelle un petit peu des épisodes passés avec Jogi Löw, le précédent sélectionneur, qui faisait confiance aussi à des joueurs qui avaient des hauts, des bas en club, qui avaient des saisons plus ou moins bonnes, et pourtant ils étaient appelés de manière fidèle. C'est le cas avec Thilo Kehrer, qui a un peu plus de crédit, c'est vrai, en Allemagne que côté ouest du Rhin, en France, où il a été quand même assez durement critiqué, y compris par moi par ailleurs, mais c'est moins important
par des experts, des entraîneurs, des très grands connaisseurs de foot. Mon avis compte moins, mais je suis assez d'accord avec la critique qui est formulée côté français. Côté allemand, on lui donne plus de crédit. Donc Thilo Kehrer, oui, oui, le sélectionneur lui fait confiance, d'autant plus que comme un Benjamin Pavard, il peut jouer axial droit, il peut jouer axial droit dans une défense centrale à 2, dans une défense centrale à 3 ou latéral. Et on peut imaginer qu'il a un petit coup d'avance effectivement sur les autres options possibles. Les autres options possibles sont les suivantes. Jonas Hoffmann, milieu de terrain, qui pourrait faire l'office de latéral droit, mais ce n'est pas un joueur qui a présenté les meilleures garanties défensives. Le sélectionneur l'aime beaucoup, mais je pense que Hoffmann, c'est plutôt un cran devant. Donc milieu de terrain, relayeur ou offensif côté droit. La troisième solution, qui est pour moi la plus crédible, mais ça va dépendre de la défense centrale, c'est Niklas Süle, qui certes fait 95 kilos, mais qui est un bon technicien, qui avait montré avec Hoffenheim qu'il peut être un bon latéral, qui a dépanné comme latéral aussi dans les clubs où il est passé depuis, FC Bayern, Borussia Dortmund. Et puis la dernière option, qui est refusée par le joueur lui-même, c'est évidemment Joshua Kimmich, avec la jurisprudence Philippe Lahm, puisque dans le tournoi vainqueur de 2014, Philippe Lahm aspirait à jouer au milieu de terrain, était proposé milieu de terrain et finalement avait reculé dans le contexte qu'on connaît, avec le 8e de finale contre l'Algérie, avec une équipe d'Allemagne qui n'était pas équilibrée. Et donc on avait rééquilibré en demandant à Philippe Lahm de reculer d'un cran. On peut demander la même chose à Kimmich, il sait le faire, évidemment, comme défenseur latéral, je l'apprécie moi beaucoup aussi à ce poste, mais le sélectionneur va essayer de faire autrement. Donc option 1, Kehrer comme latéral droit. Option 2, c'est mon avis, c'est mon choix, c'est ma préférence, Niklas Süle à ce poste-là. On peut même éventuellement penser à Ginter, mais c'est plus un axial ou un milieu de terrain défensif. Option 3, Jonas Hoffmann, trop offensif, je pense. Surtout parce que David Raum, que tu as mentionné de côté gauche, est extrêmement offensif. C'est une machine à centrer. Donc, si on veut équilibrer un peu l'affaire, on mettra un latéral droit un peu plus défensif. Donc, Jonas Hoffmann, je n'y crois pas. Et option 4, Joshua Kimmich. Qui sait? Si l'Allemagne prend le bouillon, si le milieu de terrain tourne bien et qu'on a un Gundogan et un Goretzka qui marchent bien ensemble, on peut éventuellement avoir Kimmich latéral droit, Mathieu. Mais le joueur ne souhaite pas cette option-là, donc je pense que le sélectionneur, qui écoute beaucoup ses joueurs, optera soit pour un Kehrer, soit pour un Süle, soit éventuellement pour un Ginter. C'est intéressant parce que l'option Zula, tu me rappelles ces débats en France concernant le fait que Didier Deschamps est appelé que des défenseurs centraux. Et donc, on se posait des questions sur est-ce qu'il faut des vrais latéraux, considérant l'ampleur de la tâche et le fait que, par exemple, Benjamin Pavard qui joue en Allemagne, on l'a de plus en plus vu comme défenseur central, il n'est plus souvent à droite. Bref, ce genre de questions-là, finalement, ça ne se produit pas qu'en France. Je voulais le souligner. Mais on va voir ce que ça va donner. Peut-être que Thilo Kehrer fera le boulot aussi. Hein? Le collectif, des fois, permet à un joueur de sortir du lot. Et bon, Thilo Kehrer a quand même plus de 20 sélections. Il y en a 23, en fait. Donc, c'est pas quelqu'un qui est une verte recrue. Il faudra suivre ça avec attention pendant la compétition, voir aussi ce qu'Hansi Flick va faire. Puis des fois, le cours du match, ça va nous donner des indications. Peut-être ça va être d'autres joueurs qui vont être sacrifiés. Si David Raum va trop en avant et que c'est à gauche qu'on attaque, c'est peut-être de ce côté-là aussi qu'on va apporter des modifications. On va voir. Au milieu de terrain, j'avais dit tantôt, le retour de Mario Götze dans la formation. Alors, je sais que Marco Reus s'est blessé, n'a donc pas été appelé. Je sais que Toni Kroos a pris sa retraite internationale, je crois, à moins que je me trompe, donc il n'est pas de retour avec la formation allemande. Emre Can n'a pas été appelé non plus. Florian Neuhaus non plus n'a pas été appelé. Il y a Julian Brandt qui est revenu. Il a quand même eu plusieurs sélections. Finalement, il est revenu, il va jouer la Coupe du Monde. Mais moi, c'est le retour de Mario Götze, le buteur héroïque, si je peux dire, de l'Allemagne dans la finale de 2014, qui a permis justement à cette Mannschaft d'aller chercher sa 4e Coupe du Monde. Après, Götze a beaucoup baissé, il a disparu, il est allé jouer aux Pays-Bas en club. Et là, il est de retour avec l'Eintracht Francfort et il semble être rentré en grâce à 30 ans. Et il est de retour avec la sélection allemande. Comment cela a-t-il pu être possible pour le joueur? Et est-ce qu'il aura encore un rôle héroïque à jouer au sein de la Mannschaft pour cette Coupe du Monde, David?
Alors, super histoire. Et surtout Ben oui. Pour les Allemands, ça rappelle 2014. Et on aime trouver des points communs avec ce tournoi vainqueur de 2014, puisque 2018, c'était le crash, c'était la catastrophe, c'était une élimination au premier tour qui était inédite, bien sûr. Götze s'est perdu avec le Bayern. C'était trop de pression, trop compliqué pour diverses raisons. Il a rétrogradé comme un conducteur de voiture ferait dans une côte quand ça tousse un peu. Il a rétrogradé, il est allé se relancer match après match, semaine après semaine aux Pays-Bas, retrouver de la confiance, retrouver du temps de jeu, retrouver un physique, puisqu'il souffrait aussi de maux un peu mystérieux, et il a retrouvé la forme petit à petit, jour après jour, long, ça a été très long, cette convalescence. Et puis, il s'est réhissé au standard qu'on attend de lui, c'est-à-dire un joueur très fin techniquement. Rappelez-vous, en 2014, lorsqu'il entre en finale, en fin de match, le sélectionneur lui dit « Montre que tu es meilleur que Messi », au moment où il pénètre sur le terrain. Et ça n'était pas seulement un encouragement, c'était une forme de réalité, parce qu'en Allemagne, on a considéré qu'un joueur comme ça avait des qualités hors normes, techniques, je veux dire. Et avec un physique qui est revenu à un niveau normal, sérieux, il a les moyens désormais de refaire parler cette technique, cette finesse technique, cette capacité à être le passeur, à être le joueur qui vient s'intercaler au milieu des défenseurs et des milieux de terrain. Donc, allez, on va résumer, on va être simple, Mathieu. Sauf surprise et sauf coup de dé, coup de poker du sélectionneur Flick, il n'entrera pas sur le terrain dans le 11 de départ contre le Japon ce mercredi. C'est un joueur néanmoins qui peut avoir une grande utilité, à l'instar probablement d'un Julian Brandt, par exemple, en cours de match, s'il faut tenir un 1-0, par exemple, s'il faut garder un peu le ballon, s'il faut aller gagner du temps dans le camp adverse, et peut-être même pour d'autres missions qu'on n'imagine pas encore, parce qu'on ne se souvient plus trop du Götze d'il y a 8 ans. Mais il a retrouvé la confiance du sélectionneur, il s'est encore une fois petit à petit remis dans les petits papiers, et les efforts consentis à Eindhoven ont été confirmés avec le très très bon début de saison de l'Eintracht Francfort, qualifié avec Götze pour la suite de la Ligue des Champions. C'est pas rien pour un club comme Francfort. Titulaire et utilisé au maximum. Götze est l'un des joueurs qui a le plus joué en Bundesliga, toutes compétitions confondues, depuis le mois d'août. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas un titulaire en puissance, parce qu'il a malgré tout lui aussi besoin un peu de souffler. Mais pour moi, il y a tous les arguments pour qu'il soit là. Il va être une espèce de mascotte par rapport au but victorieux de 2014. Il est en forme, il est apte, il est techniquement l'un des meilleurs joueurs offensifs du pays. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas l'appeler, même si, tu as bien fait de le redire, il n'a pas joué depuis 5 ans dans cette équipe d'Allemagne. Donc, si on le revoit avec le maillot, sans doute en cours de match, peut-être contre le Japon, ce sera forcément une émotion. Et oui, un vrai frisson pour les supporters, parce qu'on se reprojettera en arrière. Il n'a après tout qu'une trentaine d'années désormais, donc il est tout à fait apte encore à réussir de belles choses. Et si jamais il devait marquer durant la compétition, en particulier un but important, peu Oui, importe son statut avec l'équipe, ça viendrait boucler la boucle de ce retour en grâce ou ce parcours de rédemption des 5 dernières années qu'il a connu. Ce qui serait une manière comme une autre de conclure une belle histoire, puisque tu as parlé un peu de ça au début de ta réponse. En quelque part, par contre, je me dis, il y a Jamal Musiala qui a 19 ans au milieu et à qui on fait de plus en plus confiance, même s'il n'a qu'un but en sélection en 17 apparitions. Il pourrait avoir sa part de minutes et avoir son rôle à jouer aussi au milieu lorsque Kimmich et Goretzka ne pourront pas faire la différence. Il y a toujours évidemment un vétéran comme Gundogan aussi. On parlait d'Hoffman tantôt, mais lui, il joue plus excentré. C'est plus un ailier ou un milieu excentré, si je puis dire, mais il peut avoir aussi son mot à dire. Il n'a pas de vilaine performance. Et Julian Brandt, moi, je suis curieux. Si jamais on lui fait confiance, qu'est-ce qu'il va apporter? Lui, c'est plus un créateur de jeu qu'un buteur, si je peux dire. Mais après une mauvaise saison l'an dernier, il semble être revenu un peu
à la hauteur de son talent là, en début de saison là, avec Dortmund. Et c'est pourquoi il est probablement là. Il bénéficie évidemment peut-être de la blessure de Marco Reus aussi. Peut-être qu'il va avoir l'occasion là, de s'afficher, de confirmer qu'il a ce qu'il faut à 26 ans pour s'imposer avec cette Mannschaft. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, on passe au département d'attaque où là, évidemment, on avait déjà beaucoup de questionnements qu'on a évoqués, toi et moi, là, dans des matchs de qualification, des matchs de préparation. Et là, avec la blessure à Timo Werner et à Lukas Netscha, là, les munitions en attaque pour doter l'Arsenal, on avait de quoi se poser des questions. Et là, on se retrouve avec, Thomas Müller, on le désigne comme attaquant alors qu'on le voit plus jouer au milieu avec le Bayern. On a Serge Gnabry qui est un ailier, mais un ailier offensif, on s'entend. On a Kai Havertz qui est un joueur atypique, comme je dis toujours. Il a tendance à jouer un peu entre deux positions. C'est pas un vrai buteur ou un vrai avant-centre. Et là, par contre, Hansi Flick a décidé d'appeler Niklas Füllkrug à 29 ans, mais à sa première sélection, mais qui marque des buts de façon régulière. On l'a évoqué la semaine dernière en club avec le Werder Bremen. On fait appel à Karim Adeyemi, un jeune buteur de 20 ans, avec le Borussia Dortmund, et avec qui, dans les émissions précédentes, on se demandait est-ce qu'il allait être un buteur régulier parce que on ne savait pas trop. C'est quand même un jeune joueur. Mais on a encore plus jeune. On est allé chercher Youssoufa Moukoko également au Borussia Dortmund à 18 ans pour sa première sélection. Alors, moi, je vois deux choses là-dedans. Ou Hansi Flick va jouer avec une configuration à deux attaquants, c'est-à-dire Havertz à droite et quelqu'un à gauche comme Thomas Müller, ou un Adeyemi, par exemple, qui serait à gauche, étant donné qu'on n'a pas Timo Werner et on n'a plus Kevin Volland en passant comme option, il n'a pas été sélectionné. Ou alors on y va avec un attaquant, quelqu'un comme Füllkrug, par exemple, qui serait le seul attaquant de pointe, et on va avec du monde excentré pour distribuer les centres, comme tu dis. Et là, ça changerait la configuration. Moi, je pense que Hansi Flick laisse doter de ces deux options-là afin de les avoir sous la main pour éviter d'être coincé avec un plan A et là, vivre et mourir avec ses idées, par exemple. Alors, il est un peu plus pragmatique. Je ne sais pas si ma vision est bonne, mais toutefois, j'ai envie de t'entendre, David, à savoir si tu penses que, advenant que mon hypothèse s'avère crédible, est-ce que ça veut donc dire que Füllkrug et Adeyemi doivent saisir les opportunités qui vont se présenter à eux parce qu'ils auront peut-être leur rôle à jouer alors que l'Allemagne se cherche depuis Miroslav Klose un avant-centre, un vrai buteur là, qui viendrait concrétiser des chances qui sont construites par derrière et par le milieu de terrain? Parce qu'on sait que l'Allemagne aime posséder le ballon et aime construire le jeu, aime distribuer les centres, on l'a dit, on l'a répété. Mais ça va prendre des avant-centres pour justement être efficace devant. Alors, advenant qu'on joue avec deux configurations, en quoi des joueurs comme Niklas Füllkrug ou Adeyemi vont jouer un rôle, d'après toi, dans cette formation allemande, dépendamment de ce que Hansi Flick va décider, selon les adversaires, de son schéma tactique, par exemple? Ben, sauf surprise, je pense qu'il veut de la stabilité quand même. On va démarrer sur 4-2-3-1 classique, façon Heinkes, façon Otmar Hitzfeld. Non, mais parce que Flick vient du Bayern aussi et il a amené dans la sélection 7 joueurs du Bayern qui risquent d'être tous les 7 titulaires. Non, il n'y en aura que 6, possiblement, puisque Leroy Sané est forfait pour le match contre le Japon et Flick vient d'annoncer dans la conférence de presse de ce mardi qu'il espérait le retour de Leroy Sané pour le match contre l'Espagne ce dimanche. Donc Leroy Sané pour l'instant de côté. On peut imaginer un 4-2-3-1 avec, dans un premier temps, soit Thomas Müller devant, soit Kai Havertz devant. Et juste derrière eux, juste derrière celui de ces deux-là, Musiala, Gnabry et soit Müller, soit un autre attaquant offensivement, il y a encore le choix. Et qu'on se garde du Füllkrug ou du Moukoko pour des cas particuliers, pour les cas où la défense arrive à bien lire le jeu et qu'il y a besoin de changer de profil. Très clairement, le choix de Flick sur ces deux derniers cités, c'est le choix de la forme du moment et le choix, comme tu l'as bien esquissé, d'un joueur qui donne un profil différent qu'on n'avait pas en sélection ces dernières années et qui a cruellement manqué en 2018 après que Klose a pris sa retraite internationale en 2014. S'il n'y a pas besoin, ça reste sur le banc. On peut se débrouiller avec des joueurs virevoltants. Adeyemi, dans ce cadre-là, peut jouer un quart d'heure, 20 minutes, peut-être plus. S'il y a besoin, Füllkrug et Moukoko seront évidemment appelés pour percer la défense. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un bon état de forme.
Moukoko est en grande progression, sa valeur marchande a vraiment clairement augmenté cette saison. Et Niklas Füllkrug, une bonne dizaine de buts avec le Werder Brême, qui est promu de deuxième en première division, ce qui veut dire que s'il jouait avec un top club, comme Leipzig, comme le Borussia Dortmund ou comme le Bayern, on peut imaginer qu'il en aurait déjà peut-être marqué 15, 16 ou 18 ou 20. Et donc, c'est un attaquant qu'on ne peut pas trop laisser de côté. Le sélectionneur l'a bien compris, c'est un phénomène, comme l'a dit la presse récemment, un attaquant à l'ancienne. Et puis Moukoko suit un petit peu ces traces-là avec peut-être un peu plus de mobilité, quoique, mais il est puissant, il est buteur, il est en confiance, il est très jeune, mais ça peut être une belle histoire aussi. Sur une fin de match, sur 20 minutes, 30 minutes, Moukoko, boum, sur des défenses usées, avec la confiance qu'il a accumulée avec Dortmund. Oui, tout ça est cohérent, tout ça est intéressant. Il y a l'embarras du choix en attaque. Il y a le choix de l'embarras en défense, parce que c'est un peu moins fiable peut-être. Je suis assez excité à l'idée de voir le 11 de départ de Flick et surtout comment cette équipe, qui, nous dit-on, est bien préparée, va s'ébrouer au coup d'envoi contre le Japon. En même temps, Niklas Füllkrug a envoyé un message clair à son premier match, qui était un match de préparation avant cette Coupe du Monde. Ben, il a marqué. C'est une manière de dire tu m'as fait confiance. Et il marque dès le premier match. Je pense qu'Hansi Flick peut lui faire confiance, là, dépendamment des situations de match. Moi, je m'attends à le voir jouer. Je m'attends à le voir jouer et on ne sait jamais, il pourrait solutionner bien des choses hein, au poste d'avant-centre. Parce que son profil montre qu'il en est un vrai, si je peux le dire comme ça. Karim Adeyemi, il a un but en 4 apparitions aussi. Il peut jouer un rôle, malgré qu'il n'ait que 20 ans. Tu n'as pas parlé de lui dans ta réponse, mais on ne sait jamais, il pourrait peut-être jouer un rôle. Et là, tu as parlé de Moukoko. Il n'a que 18 ans. Est-ce que tu penses qu'il va quand même avoir des minutes? Je sais que tu as dit tout à l'heure, et ça, c'est presque une exclusivité, que Leroy Sané va rater le match d'ouverture contre le Japon. Et là, quand on regarde les tendances avec les blessures à ce stade-ci, des compétitions, souvent, on a l'impression que c'est plus long que prévu, les retours. Alors, advenant le cas que Leroy Sané, son absence soit plus longue que prévu, et les circonstances du match qui pourraient se produire, penses-tu qu'Hansi Flick va faire confiance à des jeunes comme Karim Adeyemi ou Youssoufa Moukoko si l'occasion se présentait? Il y a un facteur qui n'est pas encore complètement clair, c'est l'état de forme de Thomas Müller, qui n'a pas joué depuis un moment, qui a souffert par-ci par-là, la hanche, des muscles, et Effectivement. on nous annonce à grand renfort de communication très 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 positif, très très soft. Thomas Müller sera prêt, lui-même se montre souriant. J'ai encore un petit doute. Ben, ça fait un Thomas... petit bout qu'il n'a pas joué. Il faut qu'il retrouve la forme de match aussi. S'il jouait, pas Exactement. sûr, moi, qu'on le fasse jouer les 90 minutes là, Voilà. aussi, là, même s'il était en forme. Mais c'est l'un des rares tauliers de cette équipe avec Manuel Neuer. Même si Kimmich, 27 ans maintenant, commence vraiment à aspirer à de vraies responsabilités de patron de l'équipe. Müller, c'est important. C'est important pour haranguer les troupes, c'est important pour communiquer du terrain vers le sélectionneur et du sélectionneur vers les joueurs sur le terrain. Donc je ne le vois pas trop se passer de Müller si celui-ci est apte, au moins au coup d'envoi. Mais dès lors qu'on s'en passerait, là, effectivement, il y a plein d'options possibles. Et on ne peut pas les deviner. Ça va être un choix, une préférence par rapport à l'adversaire, c'est clair, il l'a dit et je pense que c'est crédible. Selon le profil de l'adversaire, très regroupé, plus offensif, on pourra jouer avec tel ou tel attaquant. Après, pour Moukoko et Füllkrug, c'est l'attaquant axial assez classique. Et donc, il faut autour de lui derrière un Moussiala, un Havertz, un Brandt, et sur les côtés, un Adeyemi, un Gnabry, un Sané quand il sera apte. On voit à peu près comment ça peut se dessiner avec un seul attaquant de pointe. Mais voilà, quelques heures à patienter, on aura les indications sur le premier match. La grande inquiétude, pardon, c'est pas la grande inquiétude, la grande incertitude, la grande interrogation, ça reste l'état de forme de Thomas Müller. C'est lui la boussole pour organiser tout ce quartier offensif. Moussiala, je vous mets en garde. Pour moi, c'est le top joueur, c'est le meilleur jeune européen actuellement avec Bellingham
de l'équipe d'Angleterre. Et qu'on a Mais, vu assez dominant pour un bah joueur oui, de son âge avec l'Angleterre lors du match contre l'Iran, là, pour ceux qui ont déjà suivi la compétition. mais Moussiala, il y a une inconnue bien sûr, c'est son expérience. C'est va-t-il assumer ce rôle? Parce que là, on est en équipe nationale, on est sur une Coupe du Monde, il faut se rattraper d'il y a 4 ans. Et Moussiala, ça va peut-être peser un peu lourd sur ses épaules à un moment. On souhaite qu'il soit insouciant et aussi brillant que d'habitude, mais c'est pas une certitude non plus, parce qu'on on l'a pas connu à ce niveau encore. Je veux dire, dans une telle compétition. Et s'il n'y a pas Moussiala, ou qu'il ne donne pas satisfaction sur une mi-temps, bon, peut-être que Müller peut jouer à sa place, et là aussi, ça libère un poste devant. Voilà, beaucoup de questions très excitantes, mais le premier match va forcément nous donner des indications au coup d'envoi et au bout de quelques minutes pour savoir le vrai état physique de chacun. J'en profite pour souligner que Thomas Müller est à 3 buts de Jürgen Klinsmann en sélection. Il a 44 buts au compteur et Klinsmann en a 47. Et ensuite, il y a Luka Podolski avec 49. Mais le Miroslav Klose est loin devant avec 111 buts en sélection. Je pense que ça va être pratiquement inatteignable, à moins qu'un jour, on ait un nouvel attaquant qui ressorte du lot. Et d'ailleurs, je mentionne aussi que Podolski est 3e de tous les temps dans la Mannschaft. Hein. Le 2e, c'est Gerd Müller qui en a 68. Imaginez, et il y avait un meilleur ratio que Miroslav Klose parce qu'il a eu 68 buts en 62 matchs avec la sélection. C'est une moyenne impressionnante à une époque où on ne jouait pas aussi longtemps. Alors, on va quand même voir si Thomas Müller va surpasser Jürgen Klinsmann. Devant lui, pour l'instant, il y a Karl-Heinz Rummenigge, un de ses anciens patrons, qui a 45 buts en sélection. Donc, il est à un but d'égaler le 6e rang au sein de la Mannschaft. Alors, j'en profite pour le souligner. Bien sûr, il y a Manuel Neuer qui a aussi autant de sélections que Thomas Müller et qui voudrait les accumuler, même si Lothar Matthäus reste l'un des joueurs les plus capés, pour le dire ainsi. Il en a 150. Et sur 2 décennies, des années 1980 aux années 2000, c'est toute notre jeunesse. Alors, ça sera à surveiller là, au niveau des statistiques personnelles. Alors là, maintenant, pour conclure l'émission, David, je te mets dans le bain, puisque tu l'as évoqué en début d'émission. Quelle est ta prédiction sur le parcours de la Mannschaft pour cette Coupe du Monde 2022? Terrain compliqué, parce qu'avant 2018, c'était facile. On disait, bon, bah, c'est quart de finale si c'est foireux et c'est finale si ça roule. Ça Ou a été 2000. plus foireux, ils sont sortis en 8e. Le Japon va donner une belle indication. On annonce le Japon comme un peu plus faible que ses meilleurs moments ont pu être. Néanmoins, il y a d'excellents joueurs et Flick l'a rappelé il y a quelques instants ce mardi en conférence de presse en disant j'ai un coming out à faire, je suis un grand fan du Japon, mais on peut comprendre, non seulement parce que c'est l'adversaire qui vient, donc politesse, mais surtout parce que en Bundesliga, Daichi Kamada avec Francfort, formidable joueur, formidable Oui. saison. Et Endo aussi, et les joueurs, il y a des joueurs un peu partout dans les bons clubs, notamment aussi à Fribourg, et ces joueurs-là vont être alignés, bien sûr, contre l'Allemagne. Donc Flick a conclu en disant que ce serait une tâche difficile, et ce que je veux dire par là, Mathieu, c'est que ben, ça va nous donner de grosses indications. Si le Japon fait souffrir la Mannschaft parce qu'il est rapide, parce qu'il est vif, parce que la défense est friable à l'équipe d'Allemagne, on va se dire, ah, il n'y a pas trop de certitude et on va peut-être avoir du mal à se qualifier, enfin du mal à se qualifier, du mal à aller loin. Si contre le Japon, l'équipe contrôle, maîtrise, domine comme on peut s'y attendre, marque des buts avec un certain réalisme aussi, ce qu'on peut espérer, mais ce qu'on n'a pas vu contre Oman au dernier match amical, match qui pour moi n'a aucun intérêt, mais enfin, je veux dire, le résultat n'a pas grand sens malgré le but de Fulkrug qui lui est important. Mais sinon, ce match-là, il n'y a pas grands enseignements à en tirer à mon avis. Une fois qu'on aura passé le Japon, alors évidemment, si ça gagne 8-0, le message sera clair. Si ça gagne 2-1, 3-2, 1-0 difficilement, on aura du mal à savoir. Si c'est match nul, on aura du mal à savoir aussi. Si c'est défaite, c'est mal parti. Bien sûr, je dis une lapalissade. Derrière, des gros adversaires. L'Espagne dimanche. L'Espagne qu'on annonce un peu trop jeune peut-être pour briller. Ça va être une sacrée boussole quand même. Et puis derrière, il faudra se qualifier. Et ensuite, le tournoi est lancé avec les joueurs qu'il y a dans l'équipe d'Allemagne,
avec les choix du sélectionneur de prendre des joueurs en forme, avec ce sélectionneur qui a connu le meilleur avec le Bayern et avec la sélection lorsqu'il était adjoint de Flick, j'ai, moi, de grands espoirs. De grands espoirs que cette équipe puisse battre n'importe qui et donc tout le monde. Et si on pouvait la retrouver loin, ce serait évidemment pour les Allemands une énorme bouffée d'enthousiasme en vue de l'Euro dans 2 ans, parce que ça va être à domicile. Je veux pas dire ils vont arriver en finale, ils vont la gagner, ils vont échouer en quart de finale. C'est impossible de savoir, Mathieu. Le Japon, super premier adversaire pour savoir. Mais, allez, sans faire de pronostic, je vous dis, j'ai de grands espoirs pour cette équipe. Il n'y a pas de raison qu'avec les joueurs qu'elle a et avec la forme du moment, elle ne puisse pas performer dans ce mondial. Ben moi, je me dis que s'ils veulent progresser pour se préparer à l'Euro, plutôt qu'une prédiction, c'est plus, on va dire, une espèce, on va dire, de plan. Moi, je vois l'Allemagne aller en quart de finale et c'est là qu'ils vont trébucher par la suite. Ça va être un signe qu'ils ont progressé après les 2 échecs lors des compétitions Exact, parce qu'il y a internationales 2021 précédentes. aussi, tu as raison. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors après la Coupe du Monde 2018, très décevante, et l'Euro 2021 encore plus décevant, euh, moi je me dis, s'ils ne se rendent pas en quart de finale, il n'y aura pas signe de progression pour cette unité. Et ça, pour moi, ils en auront besoin s'ils veulent se donner la confiance pour le prochain Euro à la maison, comme tu dis, qu'ils voudront gagner. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais j'aime bien comment tu évoques les adversaires. C'est-à-dire, le Japon est une équipe très homogène. Ils ont une façon de jouer qui est particulière et c'est pas toujours évident quand tu les affrontes. Alors, il faut être préparé à ça. L'Espagne, ça reste le meilleur adversaire du groupe, sur papier, bien entendu. Puis ça reste un rival qu'on connaît relativement bien. Ça peut être intéressant à jouer contre eux, contre les Espagnols, comme ça, là, non pas à la fin du parcours de la phase de groupe, mais au milieu. Là, après, tu conclures que Costa Rica, qui a beaucoup de vétérans qui se sont qualifiés avec un élan exceptionnel à la toute fin lors du tournoi octogonal de la CONCACAF et qui ont un des meilleurs gardiens d'Europe en Keylor Navas, qu'on a mis de côté injustement ces dernières années et qui aura certainement faim de vouloir, disons, se signaler dans cette compétition avec quelques arrêts clés. Et ça, il ne faudra pas sous-estimer justement cette force-là qui s'est bâtie au niveau du caractère au sein du Costa Rica, même si je pense que ils n'ont peut-être pas les ressources là, pour tenir la distance. Mais ça, on verra. Il ne faut jamais sous-estimer les adversaires. On l'a vu tantôt avec l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Dernière question avant qu'on se quitte, mais un peu moins sportive. Cette fois, elle est un peu moins sportive parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. C'est sorti dans l'actualité, toutes ces décisions concernant les boissons alcoolisées pendant tout près des stades. On a changé notre fusil d'épaule comme ça à la dernière minute. Il y a tout le temps quelque chose, on dirait, qui ressort, qui fait encore plus scandale dans toute cette. Au sein de cette édition-là et de l'attribution au Qatar, comme ça, on n'en avait déjà pas assez. Et pourtant, dans l'actualité, bien évidemment, il y a la question, bien entendu, là, du brassard. Au départ, je sais que Manuel Neuer, capitaine en Allemagne, on voulait mettre un brassard justement pour encourager les minorités, les LGBTQ+, etc., etc. Et là, ben, on a décidé, je dis on, c'est un bien grand mot, là, que justement, ce genre de bandeau-là est interdit au risque d'avoir des cartons jaunes. Ça m'a fait un sourire, rire jaune, même si je peux le dire comme ça. Je sais que je devrais peut-être pas le dire comme ça. Mais je sais qu'en Allemagne, ça a suscité des réactions. Et c'est intéressant parce qu'on s'imagine que, par exemple, parce que toi, tu habites en France et puis on suit beaucoup l'actualité aussi en France, avec tout ce qui est sorti dernièrement, on sent qu'il y a un décalage entre les critiques légitimes qui viennent de certains médias, de certains éléments de la population, mais aussi certaines décisions politiques, parce que le Qatar, on le sait, fait ce que vous dites, comme vous dites chez vous, du soft power. Il fait de la diplomatie sportive, politique ensemble. Et j'aimerais savoir, là, avec les décisions récentes là, en Allemagne, là, comment ça réagit, puis comment on s'adapte, étant donné que c'est certainement, comme je l'ai dit, là, pas fait tout d'une pièce, cette situation-là au niveau géopolitique sportive. Ben, en fait, Hansi Flick a bien résumé l'affaire, le sélectionneur. En finissant son petit développement à la suite d'une question sur ce sujet, sur le brassard avec un arc-en-ciel qui passerait un message donc en faveur des minorités, auquel on va renoncer. L'Angleterre y a renoncé à contre-cœur, Manuel Neuer va y renoncer à contre-cœur, mais Flick a terminé son petit développement en disant « Tout le monde sait notre position sur le sujet ». Sous-entendu,
OK, on va prendre acte, on va se plier à la décision. On veut pas, même si ce serait pas un problème, on veut pas subir de sanctions, on veut pas de carton jaune, machin. Il a dit lui-même, même si ce serait pas un problème, on serait capable de l'assumer. Mais il a dit tout le monde connaît notre position. Sous-entendu, il n'y a pas besoin d'un signe ostentatoire. Pardon, soyons neutres. Il n'y a pas besoin d'un signe ostensible pour les gens sachent notre appel à la tolérance, notre appel à, à la fraternité et des choses comme ça. J'ai trouvé ça plutôt cohérent dans la mesure où lui est désormais pleinement engagé dans un tournoi sportif et que c'est une façon tout de même de clore un peu le débat, alors qu'en Allemagne, tu as raison toi de me poser la question Mathieu, parce qu'en Allemagne ça fait un débat de fou. Là en ce moment, au moment où nous parlons, au moment où nous enregistrons notre podcast, notre balado-diffusion, ça fait un débat de dingue. Vous allumez les sites internet des grands journaux, des grands médias, c'est le débat. On demande leur avis aux gens, on fait des éditoriaux, et on était plutôt contents, globalement, en Allemagne, que les Allemands et leurs capitaines poussent le curseur et acceptent de prendre des risques de pénalités, de sanctions en portant un tel brassard. Finalement, on va y renoncer. Il y a probablement un peu d'hypocrisie là-dedans, peut-être même beaucoup. Mais j'aime bien le message d'Andy Flick, encore une fois, qui dit à la fin de son intervention en conf de presse, quoi qu'il arrive, tout le monde sait la position qui est la nôtre, c'est clair pour tout le monde. Et sur ce point, je pense qu'il a quand même globalement raison. Voilà, place au jeu, n'est-ce pas? J'espère, et j'espère qu'au niveau du jeu, il n'y aura pas d'eau dans le gaz pour faire un mauvais jeu de mots géopolitique pour ce qui est de l'Allemagne, mais aussi pour d'autres équipes, bien entendu. Parce que vous le savez, on suit, et David le fait également avec différents réseaux parce qu'il se multiplie sur les ondes. On suit d'autres équipes, bien entendu. Cela dit, pour ce qui est de l'Allemagne, David, je suggère qu'on se retrouve au mois de décembre après la compétition pour parler justement de cette édition de la Mannschaft sur comment elle a performé dans cette Bien Coupe du sûr. Monde, et s'il y a eu des surprises, s'il y a des joueurs qui sont sortis et d'autres qui auront dessus. Alors, on se retrouvera donc au mois de décembre. Je n'ai pas la date précise parce qu'on ne sait jamais si l'Allemagne va très loin. On verra. Mais ça sera un peu notre cadeau de Noël comme on fait à chaque année. Et ça mettra la table en même temps, là, vu que c'est assez exceptionnel d'avoir une Coupe du Monde présentée comme ça à cette période-ci de l'année. Ben, ça sera justement, ça mettra la table d'une autre façon. Alors qu'on avait l'habitude de faire le bilan de saison de mi-saison pardon, de la Bundesliga à ce stade-ci de notre balado, de nos saisons de balado. Là, cette fois, ça va être un peu différent. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'on va se retrouver, David. Mais en tout cas, j'aurais hâte d'en parler avec toi. Et d'ici là, je te souhaite une excellente compétition et bonne chance à la Mannschaft, bien entendu, ne serait-ce que parce qu'elle nous procure comme frisson dans ce genre de compétition. Ouais, profitez bien des matchs. Ça va être excitant l'Allemagne parce que le sélectionneur a demandé de l'intensité, a demandé du mouvement, a demandé vraiment un jeu emballant. Donc il faut espérer que ça soit le cas. Et puis un tout petit clin d'œil très vite, Mathieu, aux voisins suisses qui, contrairement à l'Autriche, est qualifié. Et la Suisse a un groupe très excitant, très compliqué aussi, avec le Brésil, le Cameroun, la Serbie. Donc c'est un œil à jeter peut-être aussi sur ces matchs-là, entre autres. Oui, et bien entendu, on l'a évoqué hors d'onde avant l'émission, il y a le Canada qui commence aussi contre la Belgique. Ça va être intéressant à suivre le parcours du Canada, dont on commence à parler enfin en Europe un peu plus sérieusement et pas juste avec des clichés. Ça m'encourage tout de même pour la suite des choses. Mais en tout cas, ça sera un plaisir d'en discuter avec toi au mois de décembre. Et j'invite les auditeurs et les auditrices également à nous retrouver au sein de ce podcast qui s'appelle Casa Foot, toujours Casa Foot, sur la chaîne du Cannes Football Club, plus via des diffuseurs comme Podcast Addict, Spreaker, iTunes, Google Art Radio, Deezer, Spotify, j'en passe, c'est des meilleurs. N'ayez pas peur de nous écouter, de partager le contenu si vous appréciez, de nous poser des questions, comme vous le faites d'ailleurs souvent. Parfois même, comme souvent, il y a les mêmes questions qui reviennent, ben, je les évoque de façon générale parce que je ne peux pas nommer tout le monde qui les pose. Alors, vous apportez une grande contribution à notre contenu et je vous en remercie. Et on se retrouvera donc très prochainement, c'est-à-dire au mois de décembre, vers à peu près la fin de cette Coupe du Monde pour reparler des performances de la Mannschaft. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.